L'après-midi de samedi à Paris avait cette douceur automnale caractéristique de novembre, et le café du jardin, situé dans le Marais, était bondé de gens profitant du week-end. Raphaël Fournier poussa son fauteuil roulant par la porte principale, sentant le poids des regards qui le suivèrent toujours. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'accident de voiture qui avait changé sa vie à jamais, mais il n'arrivait toujours pas à s'habituer à la façon dont les gens détournaient les yeux quand il passait, comme si son handicap était quelque chose de contagieux ou de trop embarrassant pour être reconnu. Il arriva à la table réservée près de la fenêtre, celle qui offrait une vue privilégiée sur le jardin intérieur du café, avec ses magnolias et ses marronniers centenaires. Il vérifia la montre à son poignet, une Patek Philippe qui coûtait plus cher que de nombreuses voitures, et soupira. Christine était en retard, mais ce n'était pas une nouveauté. Il l'avait rencontrée via une application de rencontre 3 semaines plus tôt, et leur conversation avait été suffisamment intéressante pour qu'il accepte un rendez-vous en personne. Elle était au courant du fauteuil roulant, il avait été clair à ce sujet dès le début, ou du moins il pensait l'avoir été. Quand Christine apparut enfin 15 minutes après l'heure convenue, Raphaël sentit une lueur d'espoir. Elle était belle, avec des cheveux blonds lisses et une robe bleue qui mettait en valeur sa silhouette. Il lui fit un signe de la main et elle se dirigea vers lui avec un sourire qui semblait sincère. Mais alors ses yeux descendirent, enregistrèrent le fauteuil roulant, et Raphaël vit le changement instantané dans son expression. Le sourire vacilla, se transforma en quelque chose de proche du malaise, et elle ralentit le pas. Christine s'arrêta à côté de la table, serrant son sac à main fermement contre son corps. Raphaël pouvait voir les calculs se faire derrière ses yeux, la façon dont elle se mordait la lèvre inférieure, incertaine. Il connaissait cette expression, il en avait vu des variations au cours des 2 dernières années, depuis l'accident sur le périphérique, qu'il avait laissé paraplégique et avait détruit non seulement ses jambes, mais aussi son ancienne vie. « Bonjour, Raphaël », dit-elle, et sa voix avait ce ton excessivement joyeux que les gens utilisaient quand ils étaient mal à l'aise. « Tu vas bien ? Désolé pour le retard, le trafic. » Était impossible. « Ce n'est rien, » répondit-il en désignant la chaise vide en face de lui. « S'il te plaît, assieds-toi. Je t'ai commandé un café, j'espère que tu aimes le cappuccino. » Christine regarda la chaise, puis lui, et vérifia ensuite son téléphone avec un mouvement si évident que Raphaël faillit rire du manque de subtilité. « En fait, » commença-t-elle, « je viens de recevoir un message. Ma sœur a une urgence. Je dois aller chez elle tout de suite. Vraiment désolé, c'était un plaisir de te rencontrer. » Raphaël la regarda se retourner et sortir, précipitamment du café, sans un regard en arrière. Il n'essaya pas de la retenir, ne dit rien sur son malaise évident ou sur le mensonge mal ficelé. Il avait déjà vécu cela, bien que ça ne cesse jamais de faire mal. Il était Raphaël Fournier, PDG de l'une des plus grandes entreprises de technologie de France. Un homme qui, à 35 ans, avait bâti un empire évalué à des milliards d'euros. Avant l'accident, les femmes faisaient la queue pour être à ses côtés. Maintenant, elles fuyaient au premier signe de son fauteuil roulant. Il prit le cappuccino qu'il avait commandé pour Christine et en but une gorgée, sentant l'amertume du café se mêler au goût encore plus amer du rejet. Le café était rempli de couples, de familles, de groupes d'amis qui riaient et discutaient. Il était seul, comme toujours, isolé non seulement par le fauteuil roulant, mais par le mur qu'il avait construit autour de lui-même, après avoir réalisé que les personnes en qui il avait confiance l'avaient abandonné. Ses pensées se tournèrent vers son père, Auguste Fournier, un homme d'affaires traditionnel de la vieille garde parisienne, qui ne pouvait pas accepter que son fils soit en fauteuil roulant. La dernière conversation qu'ils avaient eue, 3 mois plus tôt, résonnait encore dans son esprit. Son père avait dit que c'était honteux, que Raphaël devrait au moins essayer de sauver les apparences, qu'un homme de sa position ne pouvait pas se permettre de paraître faible. Raphaël avait quitté ce dîner déterminé à ne plus jamais laisser personne le faire se sentir moins que ce qu'il était. « Pourquoi tu es triste ?» La voix était aiguë, enfantine, et venait de quelque part en dessous de sa ligne de vision. Raphaël baissa les yeux et rencontra les yeux bruns d'une petite fille, pas plus de 5 ans, avec des tresses ornées de rubans roses et une robe jaune à imprimer tournesol. Elle le fixait avec cette honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent, sans filtre ni prétention. « Sophie !» Une femme s'approcha rapidement, prenant la main de la fillette d'un geste protecteur. « Excusez-moi, monsieur,
Ma fille est parfois très curieuse. Nous ne voulions pas vous déranger. » Raphaël regarda la femme et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Elle avait environ 30 ans, les cheveux bruns attachés en une queue de cheval pratique et portait un uniforme d'infirmière bleu marine sous un manteau léger. Son visage montrait de la fatigue, mais ses yeux étaient doux et elle tenait la main de sa fille avec une tendresse qui rappela à Raphaël des souvenirs lointains de sa propre mère, décédée quand il n'avait que 10 ans. « Vous ne me dérangez pas, » dit Raphaël, et à sa grande surprise, il réalisa que c'était vrai. Il regarda de nouveau la fillette. « Je suis un peu triste, oui. Comment as-tu deviné ?»« Tu as les yeux tristes, » répondit Sophie avec le sérieux de quelqu'un qui révèle un grand secret. « Maman dit que quand les gens sont tristes, on doit être gentil avec eux. Tu veux un câlin? Les câlins me font toujours me sentir mieux. » Avant que Raphaël ne puisse répondre, la mère intervint, clairement embarrassée. « Sophie, mon amour, tout le monde n'aime pas les câlins. Il faut laisser le monsieur tranquille. »« Tout va bien, » dit rapidement Raphaël. « En fait, j'accepterais bien un câlin, si cela ne vous dérange pas. » La fillette sourit, une expression si pure et radieuse que Raphaël sentit un pincement au cœur. Elle s'approcha et le serra dans ses bras, ses petits bras l'enveloppant avec une force surprenante. Raphaël ferma les yeux un instant, sentant quelque chose en lui se briser et en même temps guérir. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne l'avait pas touché avec une affection sincère, sans pitié ni malaise. Quand Sophie s'écarta, sa mère avait un sourire hésitant sur le visage. « Je suis vraiment désolée pour ça, » dit-elle. « Je m'appelle Marianne Dubois, et voici ma fille, Sophie. Nous nous sommes juste arrêtés pour un chocolat chaud avant de rentrer à la maison. »« Raphaël Fournier, » répondit-il en tendant la main. « Et honnêtement, le câlin de votre fille a été la meilleure chose qui me soit arrivée aujourd'hui. » Marianne lui serra la main, et Raphaël remarqua qu'elle avait une poignée de main ferme, pratique, celle de quelqu'un habitué au travail acharné. « Vous attendez quelqu'un » demanda-t-elle en regardant la deuxième tasse de café sur la table. « J'attendais, » admit Raphaël, se sentant étrangement à l'aise avec cette honnêteté. Mais elle a décidé qu'elle avait un engagement plus important. Il semble que les fauteuils roulants ne vont pas très bien avec les premiers rendez-vous. Marianne fronça les sourcils et Raphaël vit une colère sincère dans ses yeux. « Alors c'était une idiote, » dit-elle sans détour. « Vous avez l'air d'un homme parfaitement intéressant. Le fauteuil roulant ne change rien à cela. » Raphaël cligna des yeux, surpris par sa franchise. La plupart des gens auraient offert des mots de réconfort vides ou auraient rapidement changé de sujet. Marianne, cependant, avait déclaré son opinion avec une conviction qui lui fit croire qu'elle le pensait vraiment. « Merci, » dit-il. Et pour la première fois depuis des mois, il sentit un sourire sincère se former sur ses lèvres. « Voudriez-vous vous joindre à moi? J'ai un cappuccino en trop ici, et ce serait dommage de le laisser refroidir. » Marianne hésita, regardant sa fille, qui tirait déjà une chaise plus près de la table de Raphaël. « Eh bien, dit-elle lentement, je suppose que nous pourrions rester quelques minutes. Sophie, tu veux ton chocolat chaud ici? »« Oui, » s'exclama Sophie en grimpant sur la chaise avec l'aide de sa mère. « Et je peux avoir un morceau de ce gâteau à... »« La carotte, s'il te plaît, maman ?» Marianne soupira, mais il y avait un sourire sur ses lèvres. « D'accord, juste un petit morceau. Et tu devras manger ton dîner quand nous arriverons à la maison, d'accord ?»« D'accord. » Raphaël observa l'interaction entre la mère et la fille avec quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, une sensation chaude et réconfortante qu'il mit un moment à identifier comme du contentement. Il appela le serveur et commanda le chocolat chaud pour Sophie et le gâteau à la carotte, ainsi qu'un autre café pour Marianne. Pendant qu'ils attendèrent la commande, Sophie commença à parler de sa journée, racontant avec enthousiasme son cours de ballet du matin et comment elle avait appris un nouveau pas appelé « plier ». Raphaël se surprit à être sincèrement intéressé, posant des questions et écoutant pendant que la fillette gesticulait avec animation, démontrant les mouvements de ballet sur sa chaise. Marianne observait sa fille avec un mélange d'amour et d'inquiétude, et Raphaël remarqua qu'il y avait quelque chose de plus, une ombre qui traversait son visage quand Sophie mentionnait des activités physiques. Il se demanda ce que c'était, mais ne voulut pas être indiscret en posant la question. La commande arriva, et ils passèrent l'heure suivante à discuter. Raphaël découvrit que Marianne travaillait comme infirmière à l'hôpital Saint-Louis, dans le service de cardiologie pédiatrique. Elle était mère célibataire
élevant seule Sophie dans un appartement loué à Belleville. Il y avait une histoire là, Raphaël pouvait le sentir. Quelque chose à propos du père de Sophie que Marianne évitait de mentionner, mais il respecta son silence sur le sujet. En retour, Raphaël parla de son travail, omettant les détails sur l'ampleur de son entreprise et de sa fortune. Il dit simplement qu'il travaillait dans la technologie, qu'il gérait une entreprise de logiciels. Marianne sembla accepter cela sans poser de questions, plus intéressée à parler de la nouvelle école que Sophie commencerait l'année suivante. Quand ils se préparèrent enfin à partir, Sophie serra à nouveau Raphaël dans ses bras. « Tu seras là samedi prochain ?» demanda-t-elle avec espoir. « On pourra reprendre un chocolat chaud ?» Raphaël regarda Marianne, qui haussa les épaules avec un sourire. « Si ta mère est d'accord, j'adorerais, dit-il. « Je pense que nous pouvons en faire une tradition, » répondit Marianne, et il y avait quelque chose dans ses yeux. Une acceptation et une compréhension qui firent que Raphaël se sentit vu d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. Alors qu'il regardait la mère et la fille quitter le café, Sophie agitant énergiquement la main par la fenêtre, Raphaël réalisa que pour la première fois depuis l'accident, il ressentait autre chose que de l'amertume et de la solitude. Il ressentait de l'espoir et la promesse que peut-être, juste peut-être, il y avait encore une place pour lui dans ce monde. Non pas malgré son fauteuil roulant, mais simplement tel qu'il était. Il prit son téléphone et nota le samedi suivant dans son agenda, un rendez-vous qui, sans le savoir, changerait le cours de sa vie pour toujours. Les samedis suivants devinrent la partie de la semaine que Raphaël attendait le plus, lui qui dirigeait des réunions avec des investisseurs internationaux et prenait des décisions qui brassaient des millions d'euros, se retrouva à compter les jours jusqu'à ce qu'il puisse s'asseoir à cette même table au café du jardin et écouter Sophie parler de ses aventures de la semaine. Lors de leur troisième rencontre, alors que Sophie dessinait dans un cahier, de coloriage que Marianne apportait toujours, Raphaël et l'infirmière abordèrent des sujets plus profonds. Marianne parla des défis du système de santé publique, de la façon dont elle devait souvent faire des miracles avec des ressources limitées pour donner aux patients les soins qu'ils méritaient. Raphaël l'écoutait avec une attention sincère, impressionné par sa passion pour son travail. « Vous vous souciez vraiment de chaque enfant que vous soignez, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, observant la façon dont ses yeux brillaient quand elle parlait de ses petits patients. « Chacun d'eux est le monde entier pour quelqu'un, » répondit simplement Marianne. « Comme Sophie est mon monde entier, je ne pourrais pas faire ce travail si je ne m'en souciais pas. » C'est à ce moment que Sophie les interrompit, montrant son dessin à Raphaël. C'était une image colorée de 3 personnes, une en fauteuil roulant, une femme et une petite fille, se tenant toute la main sous un ciel bleu parsemé d'étoiles. « C'est nous, » annonça fièrement Sophie. « Toi, moi et maman. On est amis maintenant, n'est-ce pas ?» Raphaël sentit une boule dans sa gorge. « Oui, petite, les meilleurs amis. » Lors de leur 5e rencontre, Raphaël remarqua quelque chose de différent. Sophie semblait plus fatiguée que d'habitude, et quand elle courut vers lui pour son câlin de bienvenue, il remarqua qu'elle était un peu essoufflée. Marianne semblait également inquiète, bien qu'elle essayât de le cacher. « Tout va bien ?» demanda discrètement Raphaël, pendant que Sophie était distraite à choisir un gâteau dans la vitrine avec le serveur. Marianne hésita, se mordant la lèvre. « Sophie a une malformation cardiaque, » admit-elle finalement, sa voix basse et contrôlée. « Une communication interventriculaire, c'est un petit trou entre les cavités du cœur. Elle est suivie depuis sa naissance. » Raphaël sentit son cœur se serrer. « C'est grave ? Pour l'instant, c'est stable, » expliqua Marianne, ses doigts jouant nerveusement avec la serviette sur la table. « Nous avons des consultations régulières à l'hôpital où je travaille. La plupart des enfants avec cette condition vivent normalement, mais nous devons surveiller pour nous assurer que ça ne s'aggrave pas. Elle doit recevoir le meilleur traitement possible, » dit Raphaël essayant de garder une voix neutre, bien que son esprit calculât déjà des options. « C'est le cas, » répondit Marianne avec une pointe de défensive. « Le docteur Henry, notre cardiologue pédiatrique, est excellent. Ce n'est pas parce que c'est un hôpital public que les soins sont inférieurs. » « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » s'empressa de clarifier Raphaël, réalisant qu'il avait touché un point sensible. « Je m'inquiète juste pour elle, pour vous deux. » Marianne l'étudia un long moment, puis son visage s'adoucit. « Je sais, désolé,
C'est juste que parfois les gens supposent des choses sur le système public qui ne sont tout simplement pas vraies. Oui, nous avons des limites, mais les professionnels sont dévoués et compétents. Raphaël hocha la tête, mais dans son esprit, il formulait déjà un plan. Il connaissait la meilleure cardiologue pédiatrique du pays, la docteure Hélène Chevalier, qui travaillait à l'hôpital américain de Paris et avait une renommée internationale. Il pourrait facilement organiser une consultation, s'assurer que Sophie ait accès aux meilleures ressources disponibles. Les semaines suivantes, Raphaël et Marianne se rapprochèrent. Il apprit des choses sur sa vie, sur la façon dont elle avait travaillé dur pour obtenir son diplôme d'infirmière, tout en élevant seule Sophie. Marianne, de son côté, commença à voir au-delà de la surface de Raphaël, percevant la solitude et la vulnérabilité qu'il cachait sous sa façade d'homme d'affaires prospère. Ce fut Sophie qui, sans le vouloir, en révéla plus sur la situation financière de Raphaël. « Maman », dit-elle un samedi, alors qu'il passait devant le café en chemin vers la station de métro, « pourquoi on n'a pas une voiture comme tonton Raphaël? La grande noire est belle ?» Marianne se figea, regardant Raphaël avec surprise. « Tu as un chauffeur ?» Raphaël, qui avait insisté pour les déposer à la station, se sentit exposé. « Oui, ma voiture est adaptée pour le fauteuil roulant, donc c'est logique d'avoir quelqu'un pour conduire quand j'en ai besoin. » Mais Marianne n'était pas dupe. Les jours suivants, elle fit quelques recherches discrètes, et quand ils se retrouvèrent le samedi suivant, il y avait une nouvelle tension entre eux. « Tu es le Raphaël Fournier de Fournier Tech, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle dès que Sophie fut allée aux toilettes avec une employée du café qui la connaissait bien. Raphaël soupira. « Oui, c'est moi. »« Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu m'as laissé parler d'argent, de difficultés financières, et pendant tout ce temps, tu es l'un des hommes les plus riches de Paris. »« Parce que ça n'a pas d'importance, » dit fermement Raphaël. « Ici, dans ce café, je ne suis le PDG de rien. Je suis juste Raphaël, l'homme qui attend avec impatience ses samedis avec toi et Sophie. Tu me traites comme une personne, Marianne, pas comme un compte en banque ou une opportunité d'affaires. Je ne voulais pas perdre ça. » Marianne étudia son visage un long moment, puis soupira. « Je comprends, » dit-elle. « Mais l'honnêteté est importante pour moi, Raphaël. Il ne peut plus y avoir de secret entre nous. Il n'y en aura plus, promit-il. Et c'est dans cet esprit d'honnêteté que 2 semaines plus tard, il fit enfin la proposition qu'il avait répétée dans sa tête. Ils étaient assis au café, et Sophie venait de mentionner qu'elle avait une consultation avec le cardiologue la semaine suivante. Raphaël prit une profonde inspiration et se pencha en avant. « Marianne, j'aimerais proposer quelque chose, » commença-t-il prudemment. « Je connais la meilleure cardiologue pédiatrique du pays, la docteure Hélène Chevalier. Elle est reconnue internationalement et a accès aux équipements de diagnostic les plus avancés. J'aimerais prendre un rendez-vous pour Sophie avec elle, juste pour avoir un deuxième avis. » La transformation sur le visage de Marianne fut instantanée. Ses traits se durcirent et elle recula comme s'il l'avait giflée. « Quoi ?» dit-elle, sa voix glaciale. « Tu penses que tu peux simplement acheter une solution à tout ? » « Ce n'est pas comme ça, » tenta d'expliquer Raphaël, mais Marianne l'interrompit. « C'est exactement comme ça. Tu es comme tous les autres hommes riches que j'ai connus pensant que l'argent résout tout, que tu peux simplement entrer dans notre vie et nous transformer en ton projet de charité. »« Marianne, s'il te plaît, » dit Raphaël, sa propre frustration commençant à monter. « Je veux juste aider. Sophie est importante pour moi, tu es importante pour moi. Assez importante pour que tu essaies de nous acheter. » Marianne prit son sac, ses yeux brillants de larmes non versées. « Tu sais ce qui est le plus douloureux, Raphaël? Pendant un instant, j'ai cru que tu t'en souciais vraiment, que ce n'était pas une question d'argent ou de pitié ou de complexe du sauveur, mais c'était le cas. C'est toujours le cas avec des gens comme toi. » Elle se leva, appelant Sophie. « Viens, mon amour, nous devons y aller. » Sophie parut confuse. « Mais maman, je n'ai pas encore fini mon chocolat chaud. »« Maintenant, Sophie. » Raphaël les regarda partir, sentant quelque chose se briser en lui. Il avait tout gâché. Il avait transformé ce qui était pur et sincère en quelque chose de transactionnel. Il avait fait exactement ce qu'il s'était juré de ne pas faire. Les jours suivants, Raphaël tenta de contacter Marianne, mais elle ne répondait pas à ses messages. Il alla au café le samedi suivant, mais elles n'apparurent pas. Il s'assit seul à cette table familière,
regardant la chaise vide où Sophie avait l'habitude de s'asseoir. Et pour la première fois depuis l'accident, il s'autorisa à pleurer. Ce fut son assistant, Bruno, qui le trouva ainsi le lundi dans son bureau, regardant par la fenêtre panoramique qui offrait une vue sur la Défense. Bruno avait été l'un des rares à rester à ses côtés après l'accident, loyal non pas à la fortune de Raphaël mais à l'homme lui-même. « Patron, vous devez parler à quelqu'un », dit gentiment Bruno. « Ce n'est pas bon de tout garder à l'intérieur. » Et c'est ainsi que Raphaël se retrouva pour la première fois en 2 ans à parler de tout, de l'accident, de la façon dont sa petite amie de l'époque, Vanessa, l'avait quitté 3 mois plus tard, prétendant qu'elle ne pouvait pas gérer sa nouvelle réalité, de la façon dont ses prétendus amis avaient progressivement disparu, mal à l'aise avec son handicap, du rejet de son père, de la honte qu'Auguste ressentait d'avoir un fils en fauteuil roulant. Et maintenant Marianne et Sophie, conclut Raphaël, la voix brisée, les seules personnes qui me faisaient me sentir à nouveau humain, et j'ai tout gâché en essayant d'aider. Peut-être, suggéra Bruno, devriez-vous lui expliquer cela. Pas en tant que PDG Raphaël Fournier, mais en tant que l'homme Raphaël. Montrez-lui votre vulnérabilité, la même que vous venez de me montrer. Raphaël considéra les mots de Bruno, et ce soir-là, il écrivit une lettre. Pas un SMS, mais une lettre physique, écrite à la main, déversant son cœur sur le papier. Il parla de sa propre expérience d'abandon, de la façon dont il comprenait le besoin de fierté et d'indépendance de Marianne, parce qu'il luttait lui-même avec cela tous les jours. Il expliqua que son offre ne venait pas de la pitié ou d'un désir de la contrôler, mais d'un amour sincère pour Sophie et pour elle. Il engagea un coursier pour livrer la lettre en main propre, accompagnée d'une seule rose jaune, la fleur préférée de Marianne, qu'elle avait mentionnée nonchalamment dans l'une de leurs conversations. 2 jours passèrent sans réponse. Raphaël commençait à perdre espoir quand son téléphone sonna le jeudi soir. C'était Marianne. « J'ai reçu ta lettre », dit-elle, sa voix douce mais encore prudente. Raphaël sentit son cœur s'accélérer. « Et je pense que nous devons parler, en personne. Peux-tu nous retrouver au café demain, vendredi à 18h ?» « J'y serai, » promit Raphaël. Quand il arriva au café le lendemain soir, il trouva Marianne seule, à une table au fond. Sophie était avec sa grand-mère, expliqua-t-elle. Nous devons avoir cette conversation juste nous deux. Raphaël hocha la tête, son cœur battant la chamade, alors qu'il s'approchait de la table. Marianne, commença-t-il, mais elle leva la main. Laisse-moi parler d'abord, dit-elle. J'ai lu ta lettre, plusieurs fois en fait, et j'ai réalisé quelque chose. Je projetais ma propre douleur sur toi. Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. Le père de Sophie m'a quitté quand nous avons découvert sa condition. Il a dit qu'il n'avait pas signé pour élever un enfant malade, que c'était trop pour lui. Depuis, j'ai construit des murs autour de moi, refusant l'aide de quiconque, parce qu'accepter de l'aide semblait être un aveu de faiblesse, admettre que je ne peux pas m'occuper seul de ma fille. Mais tu le peux, dit fermement Raphaël. Tu es la mère la plus dévouée et la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Marianne sourit tristement. Merci. Mais ta lettre m'a fait réaliser quelque chose. Tu as écrit qu'accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une force. Que reconnaître quand nous avons besoin de soutien est un acte de courage, pas de lâcheté. Et tu as raison. Elle se pencha en avant, ses yeux rencontrant les siens. Alors, oui, Raphaël, j'accepte ton offre de consultation avec la docteure Hélène, mais à certaines conditions. Cela ne change pas qui nous sommes. Cela ne nous rend pas dépendantes de toi. Et si à un moment donné je sens que tu essaies de prendre le contrôle de notre vie, j'arrêterai tout, compris ? Compris, acquiesça Raphaël, sentant des larmes de soulagement piquer ses yeux. Merci, Marianne, de m'avoir donné une autre chance. C'est Sophie qui m'a convaincu, admit Marianne avec un sourire. Elle a demandé tous les jours quand elle reverrait tonton Raphaël. Elle a dit que tu étais triste la dernière fois qu'elle t'a vu et que tu avais probablement besoin d'un câlin. Raphaël rit, un rire sincère qui résonna dans le café presque vide. Cette fille est sage au-delà de son âge. Elle est spéciale, acquiesça Marianne, et il y avait tant d'amour dans sa voix que Raphaël sentit sa poitrine se serrer. C'est pourquoi je veux le meilleur pour elle. Si cette consultation peut t'aider, alors je suis reconnaissante pour ton offre. Ils parlèrent encore 1 heure, reconstruisant la confiance qui avait été
ébranlés, posant les bases de quelque chose de plus profond et de plus durable. Quand ils se dirent enfin au revoir ce soir-là, Raphaël sentit qu'il avait non seulement retrouvé son amitié avec Marianne et Sophie, mais qu'il avait fait un pas important dans son propre cheminement de guérison. La consultation avec la docteure Hélène Chevalier fut fixée pour le mardi suivant à l'hôpital américain de Paris. Raphaël insista pour les accompagner, et cette fois, Marianne ne protesta pas. Il arriva à leur appartement de Belleville à 8 heures du matin, et Sophie courut le serrer dans ses bras dès qu'il ouvrit la porte. « Tonton Raphaël, maman a dit qu'on va voir une docteure très spéciale aujourd'hui. »« C'est exact, petite, » répondit Raphaël en ébouriffant affectueusement les cheveux de la fillette. « Elle va très bien s'occuper de toi. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut rempli de la conversation animée de Sophie sur tout et rien. Elle montra à Raphaël son ours en peluche préféré, un petit ours brun nommé Brigadeiro, et expliqua qu'il l'accompagnait toujours aux consultations médicales, car il avait des pouvoirs de guérison spéciaux. Marianne était plus silencieuse, ses doigts tambourinant nerveusement sur ses genoux. Raphaël tendit la main et couvrit doucement la sienne. « Tout ira bien, » dit-il à voix basse. Elle le regarda, et il y avait de la gratitude dans ses yeux. « Merci d'être là. Il n'y a aucun autre endroit où je préférerais être. » La docteure Hélène Chevalier était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux grisonnants attachés en un chignon élégant et aux yeux bleus perçants qui irradiaient compétence et compassion. Son cabinet était décoré de dessins d'enfants qu'elle avait soignés au fil des ans, petits témoignages de vie sauvée et améliorée. « Alors, voici la fameuse Sophie, » dit la docteure avec un sourire chaleureux, s'agenouillant pour être à la hauteur de la fillette. « Raphaël m'a beaucoup parlé de toi. Il a dit que tu es très courageuse. » Sophie regarda Raphaël avec fierté. « Je le suis, et voici Brigadeiro. Il est courageuse aussi. »« Enchantée de vous rencontrer, Brigadeiro, » dit sérieusement la docteure Hélène en serrant la patte de l'ourson. « Maintenant, que dirais-tu de faire quelques examens pour voir comment va ton cœur? Je promets que ça ne fera pas mal du tout. » L'examen commença par une échocardiographie détaillée. Raphaël et Marianne observèrent de l'autre côté de la pièce pendant que la docteure Hélène déplaçait la sonde sur la poitrine de Sophie, ses yeux fixés sur l'écran de l'équipement. Sophie était allongée tranquillement, serrant Brigadeiro contre sa poitrine, fredonnant doucement une chanson qu'elle avait apprise au ballet. Raphaël observa attentivement le visage de la médecin. Il avait appris au fil des années dans les affaires à lire les micro-expressions, et ce qu'il vit l'inquiéta. Il y avait une tension dans la mâchoire de la docteure Hélène, un froncement presque imperceptible de ses sourcils. Elle demanda à son assistante d'ajuster quelques paramètres sur l'équipement, prit plus d'images, mesura et nota des données avec une méticulosité croissante. Après l'échocardiographie, d'autres examens suivirent. Un électrocardiogramme, des mesures de la pression artérielle dans différentes positions, des analyses de la saturation en oxygène pendant un exercice léger. Sophie coopéra à tout, son courage naturel soutenu par la présence réconfortante de Raphaël et Marianne. Enfin, après près de 3 heures d'examen, la docteure Hélène leur demanda de s'asseoir dans son bureau. Elle arrangea quelques livres de coloriage et des crayons de cire pour Sophie sur une petite table, dans un coin, puis se tourna vers Raphaël et Marianne avec une expression sérieuse. « Je dois être franche avec vous, » commença-t-elle, et Raphaël sentit son estomac se nouer. La communication interventriculaire de Sophie est significativement plus grande que ce qui était indiqué dans les examens précédents. De plus, il y a des signes qu'elle commence à affecter sa pression pulmonaire. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Marianne, sa voix tremblant légèrement. « Cela signifie que nous devons intervenir chirurgicalement et rapidement, » expliqua la docteure Hélène. « La bonne nouvelle, c'est que ce type de chirurgie est quelque chose que nous faisons régulièrement, avec d'excellents taux de réussite. Mais plus nous attendons, plus le risque de dommages permanents à son cœur et à ses poumons est grand. » Marianne pâlit. « Une chirurgie à cœur ouvert? Sur une enfant de 5 ans? Je comprends que ce soit effrayant, » dit gentiment la docteure Hélène, en tendant la main pour toucher le bras de Marianne. « Mais Sophie est jeune et forte. Ses caractéristiques jouent en notre faveur. Avec la chirurgie, elle aura une vie tout à fait normale. Sans elle, sa condition ne fera qu'empirer. Combien de temps avons-nous?
demanda Raphaël. Idéalement, j'aimerais opérer dans les 2 prochaines semaines, répondit la médecin. Mon équipe peut être prête d'ici vendredi de la semaine prochaine, si vous êtes d'accord. Marianne tremblait maintenant, des larmes coulant silencieusement sur son visage. Raphaël l'enlaça d'un bras, la tirant près de lui. « Elle sera opérée par la meilleure équipe possible », dit-il fermement à Marianne avant de regarder la médecin. « N'est-ce pas, docteur Hélène ?»« Absolument. Je dirigerai moi-même la chirurgie avec le docteur Fernand Rousseau, l'un des meilleurs chirurgiens cardiothoraciques pédiatriques du pays, comme co-chirurgien. Notre équipe comprend les meilleurs anesthésistes, perfusionnistes et infirmiers spécialisés. Sophie sera entre d'excellentes mains. » Marianne regarda Sophie, qui coloriait joyeusement une image d'un cœur humain, complètement inconsciente de la gravité de la conversation qui se déroulait à quelques mètres d'elle. « Je dois réfléchir, » dit-elle faiblement. « Bien sûr, » répondit la docteure Hélène, « mais nous ne pouvons pas attendre trop longtemps. Chaque semaine qui passe augmente les risques. » Ils sortirent du cabinet en silence. Sophie, fatiguée des examens, s'endormit dans la voiture sur le chemin du retour, sa tête appuyée contre l'épaule de Marianne. Raphaël conduisait en silence, respectant le tourbillon d'émotions qu'il savait traverser l'esprit de Marianne. Quand ils arrivèrent à son appartement, il aida à porter Sophie, toujours endormie, jusqu'à sa chambre. Marianne la déposa délicatement sur le lit, lui enleva ses chaussures et la couvrit d'une couverture rose. Elle resta là un long moment, observant sa fille dormir, puis ses jambes cédèrent tout simplement. Raphaël était là pour la rattraper, la guidant doucement vers le salon pendant qu'elle sanglotait contre sa poitrine. Il ne dit rien, la serra, simplement dans ses bras, la laissant évacuer toute la peur et l'anxiété qu'elle avait contenue depuis la consultation. « Je ne peux pas la perdre, Raphaël », dit finalement Marianne, sa voix étouffée contre sa chemise. « Elle est tout pour moi, tout. »« Tu ne la perdras pas, » dit Raphaël avec une conviction qu'il ne se connaissait pas. « La docteure Hélène est la meilleure. Sophie ira bien. Et si ce n'est pas le cas? Et si quelque chose tourne mal pendant la chirurgie? Et si je prends la mauvaise décision ?» Raphaël prit doucement le visage de Marianne entre ses mains, la forçant à le regarder. « Tu n'es pas seule là-dedans, Marianne. Plus maintenant. Je serai à tes côtés à chaque étape. Nous allons affronter ça ensemble. Tu as compris? Ensemble. » Marianne étudia son visage un long moment, puis hocha lentement la tête. « Ensemble, » répéta-t-elle. Les jours suivants, Raphaël réorganisa complètement son emploi du temps. Il délégua des réunions importantes, reporta des conférences téléphoniques avec des investisseurs internationaux et informa son conseil d'administration qu'il aurait une disponibilité limitée pour les semaines à venir. Bruno, son assistant, fut choqué par la transformation. « Patron, vous n'annulez jamais de réunion avec les investisseurs, » dit Bruno en regardant l'agenda reconfiguré. « Ils ne vont pas apprécier. »« Alors, ils devront s'en remettre, » répondit Raphaël, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Il y a des choses plus importantes que les réunions d'affaires, Bruno. Je l'ai appris à la dure. » Il passa ses jours avec Marianne et Sophie, les accompagnant aux examens préopératoires, aidant à expliquer à Sophie ce qui allait se passer d'une manière qu'une enfant de 5 ans pouvait comprendre. Ils lui dirent qu'elle allait avoir une opération spéciale qui rendrait son cœur encore plus fort, qu'elle devrait rester à l'hôpital quelques jours, mais que maman et tonton Raphaël seraient là avec elle tout le temps. Sophie accepta tout avec la résilience caractéristique des enfants. « J'aurai une cicatrice après ?» demanda-t-elle avec curiosité. « Probablement une petite, » admit Marianne. « Super! Je serai comme les super-héros à la télé. » Raphaël commença à aller chercher Sophie à son cours de ballet 3 fois par semaine, la ramenant à la maison et restant avec elle pendant que Marianne terminait son service à l'hôpital. Il apprit à faire des tresses avec des rubans, découvrit comment préparer le chocolat chaud exactement comme Sophie l'aimait, avec 3 guimauves exactement, ni plus ni moins, et se retrouva assis par terre dans son luxueux appartement, à prendre part à des dînettes avec une fillette de 5 ans et ses peluches. Ce fut lors d'une de ces dînettes que Sophie le regarda avec ses grands yeux bruns et demanda « Tonton Raphaël, tu seras mon papa après l'opération ?» Raphaël eut l'impression que l'air lui avait été coupé. « Je... » commença-t-il, ne sachant que dire. « Parce que j'aimerais beaucoup avoir un papa, » continua Sophie avec l'honnêteté brutale de l'enfance. « Et tu serais un très bon papa. Tu me serres dans tes bras quand je suis triste
et tu me lis des histoires, et tu sais faire le chocolat chaud comme il faut. » Raphaël regarda la fillette, ce petit être humain qui était entré dans sa vie et avait tout bouleversé, qui l'avait fait ressentir à nouveau, qui lui avait rappelé que la vie valait la peine d'être vécue malgré tout. « J'adorerais être ton papa. »« Sophie, » dit-il, la voix étranglée, « mais c'est quelque chose dont je dois d'abord parler avec ta mère, d'accord ?»« D'accord, » acquiesça joyeusement Sophie. « Mais tu devrais lui demander bientôt. Maman t'aime bien. Je le sais parce qu'elle a un sourire spécial quand elle parle de toi. » Ce soir-là, après que Sophie se fut endormie, Raphaël et Marianne parlèrent sur le balcon de son appartement. C'était une nuit claire de décembre, et les lumières de la ville s'étendaient à perte de vue. « Sophie m'a posé une question intéressante aujourd'hui », commença Raphaël, racontant la conversation qu'ils avaient eue. Marianne rougit. « Désolé, elle dit parfois des choses sans filtre. »« Non, » dit rapidement Raphaël, « ne t'excuse pas. En fait, ça m'a fait réfléchir. À nous, à ce que c'est, ce que nous construisons ici. » Il prit sa main. « Marianne, quand je vous ai rencontrés, toi et Sophie, dans ce café il y a 3 mois, j'étais complètement perdu. Je m'étais convaincu que ma vie s'était terminée avec cet accident, que le fauteuil roulant me définissait et me limitait. Vous deux, vous m'avez montré que j'avais tort. Vous m'avez redonné de l'espoir. Vous m'avez fait me sentir à nouveau humain. »« Raphaël, » commença Marianne, mais il continua. « Je sais que le moment est terrible, avec l'opération qui approche. Et je sais que c'est rapide, peut-être trop rapide, mais j'ai failli vous perdre une fois quand j'ai tout gâché avec mon offre mal formulée. Je ne veux plus perdre de temps. Je veux être dans votre vie, officiellement. Je veux être l'homme que Sophie cherche quand elle a peur, l'homme sur qui tu peux compter quand les choses deviennent difficiles. Je veux faire partie de cette famille que vous avez construite toutes les deux. » Marianne avait les larmes aux yeux. « Je le veux aussi, » murmura-t-elle. « Je suis tombée amoureuse de toi, Raphaël, de l'homme que tu es, pas de ce que tu as, de l'homme qui s'assied par terre pour jouer à la dinette avec une fillette de 5 ans, qui a appris à faire des tresses avec des tutoriels sur YouTube, qui a complètement bouleversé sa vie juste pour être présent pour nous. » Ils s'embrassèrent alors, un baiser doux et prometteur, plein d'espoir pour l'avenir malgré les défis qu'ils savaient à venir. Et le lendemain matin, quand Sophie se réveilla et trouva Raphaël en train de faire des crêpes dans la cuisine, sa réaction joyeuse montra clairement qu'elle approuvait totalement ce nouveau développement. L'opération était prévue pour vendredi. Ils avaient 4 jours pour se préparer, 4 jours pour renforcer leurs liens et se préparer aux plus grands défis qu'ils auraient encore à affronter ensemble. La nuit précédant l'opération, Raphaël était dans son appartement près du Trocadéro, essayant sans succès de se concentrer sur des rapports financiers quand son téléphone sonna. Il était 00h15. Le nom de Marianne clignotait sur l'écran. Il répondit immédiatement. « Marianne, tout va bien ?» De l'autre côté de la ligne, il entendit des sanglots. « Raphaël, je... » essaya-t-elle de parler, mais les mots se perdirent dans les pleurs. « Je n'y arrive pas. Je ne peux pas faire ça. Et si je la perds? Et si demain est le dernier jour où je vois ma fille vivante? »« J'arrive, » dit Raphaël, déplaçant déjà son fauteuil vers la porte. « Reste avec moi, Marianne. Je serai là dans 20 minutes. » Il fit le trajet en 15 minutes, dépassant toutes les limites de vitesse. Quand il arriva à son appartement, il trouva la porte déverrouillée. Marianne était assise sur le canapé en position fétale, vêtue d'un vieux pyjama, son corps secoué de sanglots silencieux pour ne pas réveiller Sophie dans la chambre d'à côté. Raphaël ne dit rien. Il se transféra simplement de la voiture à son fauteuil roulant et entra, fermant la porte derrière lui. Il s'approcha d'elle et ouvrit les bras. Marianne se jeta dedans, et ils restèrent ainsi un long moment, lui la tenant pendant qu'elle pleurait contre sa poitrine, ses doigts agrippant sa chemise, comme une bouée de sauvetage. « Je suis désolée, » dit-elle finalement quand elle réussit à parler. « Je sais que je dois être forte, que je dois faire confiance au médecin, mais Raphaël, elle est si petite, si fragile. Comment vais-je les laisser lui ouvrir la poitrine, arrêter son cœur? Parce que tu es la mère la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, » dit doucement Raphaël en lui caressant les cheveux. « Parce que tu sais que c'est le seul moyen de garantir que Sophie aura une vie longue et saine. Parce que, au fond, tu fais confiance à la docteure Hélène et à son équipe. Mais si faire confiance ne suffit pas, alors nous ferons confiance ensemble, et si les choses deviennent difficiles,
Nous nous appuierons l'un sur l'autre. Marianne, regarde-moi. » Elle leva son visage baigné de larmes et Raphaël le prit doucement entre ses mains. « Je te promets, solennellement, que je serai là à chaque seconde de ce processus. Quand ils emmèneront Sophie au bloc opératoire, je te tiendrai la main. Pendant les heures d'attente, je serai à tes côtés. Quand elle se réveillera, nous serons tous les deux là pour elle. Tu n'es pas seul, tu comprends. Tu ne seras plus jamais seul. » Marianne hocha la tête, et ils restèrent assis ensemble sur le canapé pour le reste de la nuit. Parfois ils parlaient, parfois ils restaient dans un silence confortable. Raphaël lui parla de sa mère, de comment il n'avait que 10 ans quand elle était tombée malade, des derniers jours à l'hôpital à lui tenir la main. « Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que la vraie force, ce n'est pas de ne jamais avoir peur, dit-il. C'est d'avoir peur et de choisir d'avancer quand même. » Vers 3 heures du matin, Marianne s'endormit enfin, sa tête sur l'épaule de Raphaël. Il resta éveillé, la regardant dormir, pensant à quel point sa vie avait complètement changé en seulement 3 mois. Il avait bâti un empire, accumulé plus de richesses qu'il ne pourrait en dépenser en 10 vies, mais à ce moment-là, assis dans un modeste appartement de Belleville, tenant une femme endormie, il se sentit plus riche que jamais. Le matin, ils réveillèrent Sophie ensemble. La fillette était étonnamment calme, acceptant son petit déjeuner spécial de crêpes et de fruits que Raphaël avait préparés. Elle enfila son pyjama préféré à licorne, comme l'avait demandé l'équipe médicale, et plaça soigneusement Brigadeiro dans son petit sac à dos, avec un nouveau livre de coloriage que Raphaël avait acheté. Dans la voiture en direction de l'hôpital, Sophie chanta des chansons qu'elle avait apprises au ballet, sa voix claire et joyeuse remplissant l'espace. Raphaël et Marianne échangèrent des regards par-dessus sa tête, luttant tous deux pour garder leur sang-froid. À l'hôpital, l'équipe était prête. La docteure Hélène les accueillit personnellement, s'agenouillant à côté de Sophie. « Prête pour ta grande aventure, petite ?»« Oui, » dit courageusement Sophie, bien que Raphaël ait remarqué qu'elle serrait Brigadeiro un peu plus fort que d'habitude. La préparation préopératoire fut méticuleuse. Marianne, utilisant son expérience d'infirmière, s'assura de vérifier chaque détail, chaque liste de contrôle, chaque médicament. L'équipe fut patiente et compréhensive, comprenant que c'était sa façon de garder le contrôle dans une situation où elle en avait si peu. Finalement, le moment arriva. Une infirmière nommée Patricia vint les chercher pour emmener Sophie jusqu'à l'antichambre du bloc opératoire. Marianne prit sa fille dans ses bras, la serrant fort. « Maman, tu trembles ?» observa Sophie. « C'est parce qu'il fait un peu froid ici, ma chérie, » mentit Marianne, la voix brisée. Sophie regarda Raphaël. « Tonton Raphaël, tu as promis que tu serais là quand je me réveillerai, n'est-ce pas ?»« Je le promets solennellement, » dit Raphaël, tendant son petit doigt pour une promesse. « Et je ne romps jamais mes promesses. » Sophie entrelaça son petit doigt avec le sien. « D'accord alors, vous pouvez m'emmener, infirmière Patricia. Je suis prête. » Le courage de la fillette brisa le cœur de Raphaël. Il regarda Marianne l'embrasser à plusieurs reprises, murmurant des mots d'amour et d'encouragement, avant de finalement, avec un effort visible, confier Sophie au bras de l'infirmière. « Sois courageuse, mon amour, » dit Marianne. « Maman t'aime plus que tout au monde. »« Je t'aime aussi, maman. Et je t'aime aussi, tonton Raphaël. » Et puis elle partit, les portes doubles se refermant derrière elle, avec un son définitif qui résonna dans le couloir. Marianne resta immobile, fixant ses portes, puis ses genoux cédèrent. Raphaël la rattrapa, la tenant pendant qu'elle laissait enfin la peur et l'angoisse prendre le dessus. L'opération était estimée durer entre 4 et 6 heures. Raphaël et Marianne furent dirigés vers une salle d'attente privée que Raphaël avait arrangée. Elle était confortable, avec des canapés moelleux, une télévision et une petite cuisine avec du café et des encas. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Les 2 premières heures passèrent dans une agonie silencieuse. Marianne ne pouvait pas rester en place, faisant les 100 pas dans la pièce. Raphaël essaya de la distraire avec des conversations, mais les mots semblaient vides face à l'ampleur de ce qui se passait aux étages inférieurs. Ce fut à la 3e heure que la première mise à jour arriva. Une infirmière entra pour les informer que l'opération progressait bien, qu'ils avaient réussi à accéder au cœur et travaillaient maintenant à la réparation de la communication interventriculaire. La nouvelle apporta un soulagement momentané, mais l'anxiété revint rapidement. Pendant la 4e heure,
le téléphone de Raphaël sonna. C'était Bruno, et il y avait de l'urgence dans sa voix. « Patron, nous avons un problème. Rodrigue Thomas de Thomas Holdings a lancé une offre d'achat hostile. Il essaie de prendre le contrôle de Fournier Tech. » Raphaël ferma les yeux, sentant la frustration lui brûler la poitrine. « Pas maintenant, Bruno, occupe-t'en. Patron, c'est sérieux. Il convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration pour lundi. Il dit que vous êtes incapable de diriger l'entreprise, que votre handicap et vos nouvelles priorités familiales prouvent que vous n'êtes plus concentré sur les affaires. » Raphaël regarda Marianne, qui était assise les yeux fermés, les mains jointes en une prière silencieuse. « Alors, il devra attendre, » dit-il fermement. « Ma fille est en train d'être opérée, Bruno. Il n'y a rien dans le monde des affaires de plus important que ça. » « Votre fille ?» Calmate, répéta Bruno surpris. « Oui, ma fille. Et dis à Rodrigue Thomas qu'il peut convoquer toutes les réunions qu'il veut. Je serai là lundi et je lui montrerai exactement à quel point je suis encore capable. » Il raccrocha et reporta toute son attention sur Marianne, qui avait ouvert les yeux et l'observait. « Des problèmes au travail ?» demanda-t-elle. « Rien qui ne puisse attendre, » répondit Raphaël en prenant sa main. « Tu es ma priorité. Sophie est ma priorité. Tout le reste peut attendre. » La 5e heure arriva et passa, puis la 6e. Raphaël voyait Marianne devenir de plus en plus tendue, chaque minute qui passait au-delà du temps estimé nourrissant ses peurs. Il essaya de la calmer, mais sa propre anxiété grandissait. Finalement, après 6h40, la porte s'ouvrit et la docteure Hélène entra. Elle portait encore sa charlotte chirurgicale, mais avait un sourire fatigué sur son visage. Marianne se leva si vite qu'elle faillit trébucher. « L'opération a été un succès complet », annonça la docteure Hélène, et Raphaël sentit tout l'air sortir de ses poumons dans un profond soupir de soulagement. « Nous avons réussi à réparer la communication interventriculaire et à corriger quelques problèmes mineurs que nous avons découverts pendant la procédure. Le cœur de Sophie fonctionne parfaitement maintenant. » Marianne se mit à pleurer, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement et de joie. « Je peux la voir. Elle est en salle de réveil maintenant, sous surveillance étroite. Dès qu'elle se réveillera de l'anesthésie et sera complètement stable, vous pourrez lui rendre visite, probablement dans les 2 prochaines heures. « Merci, » dit Marianne en saisissant les mains de la médecin. « Merci beaucoup. Vous avez sauvé ma fille. »« Ce fut un privilège de m'occuper d'elle, » répondit chaleureusement la docteure Hélène. « Sophie est une petite fille très spéciale et très courageuse. Maintenant, reposez-vous un peu. Les prochains jours seront importants pour sa convalescence et vous aurez besoin d'énergie. » Quand la médecin partit, Raphaël attira Marianne dans une étreinte serrée. « Je t'avais dit qu'elle irait bien, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je te l'avais dit. »« Tu me l'avais dit, » acquiesça Marianne, riant et pleurant en même temps. « Merci, Raphaël, d'être là, d'y croire quand je n'en étais pas capable. Toujours, promit-il. Je serai toujours là. » 2 heures plus tard, ils furent enfin autorisés à voir Sophie. Elle était petite et pâle, dans le lit d'hôpital, connectée à plusieurs moniteurs et tubes, mais ses yeux étaient ouverts, et elle sourit faiblement quand elle les vit. « Maman, tonton Raphaël, » murmura-t-elle, sa voix rauque à cause du tube respiratoire qui avait été récemment retiré. « Vous êtes venu. »« Bien sûr que nous sommes venus, mon amour, » dit Marianne en embrassant délicatement le front de sa fille. « Comment te sens-tu ? Fatiguée. »« Et j'ai un peu mal à la poitrine. »« Je sais, ma chérie, mais la douleur passera, et bientôt tu seras de retour au ballet, plus forte que jamais. » Sophie regarda Raphaël. « Tu as tenu ta promesse. »« Je tiendrai toujours mes promesses envers toi, » dit Raphaël en tenant doucement sa petite main. « Toujours. » Sophie sourit, puis ses yeux commencèrent à se refermer. « Je vous aime, » murmura-t-elle, avant de s'endormir. Raphaël et Marianne restèrent assis à son chevet pendant des heures, observant chaque respiration, chaque battement de cœur sur le moniteur. Et pour la première fois depuis des jours, Raphaël ressentit une paix véritable. Sa fille, car c'est ainsi qu'il pensait à elle maintenant, était vivante et en voie de guérison. Tout le reste pouvait attendre. Sophie passa 5 jours à l'hôpital après l'opération. Raphaël y vécut pratiquement pendant ce temps, ne sortant que pour prendre une douche et changer de vêtements dans son appartement. Il transforma la suite privée de Sophie en un environnement accueillant, apportant ses peluches préférées, décorant les murs avec des dessins qu'elle avait faits et installant même un petit projecteur pour qu'il puisse regarder
Des films ensemble. Sa convalescence fut remarquable. Le 3e jour, elle était déjà assise dans son lit, coloriant et discutant avec animation. Le 5e jour, elle marchait dans le couloir avec de l'aide, montrant fièrement sa cicatrice aux infirmières et disant qu'elle était comme les super-héros. Ce fut lors d'une de ces promenades dans le couloir que Raphaël prit une décision. Il appela Marianne pour une conversation privée pendant qu'une infirmière restait avec Sophie. « J'ai une proposition, dit-il. Quand Sophie sortira de l'hôpital, je veux que vous veniez toutes les deux vivre avec moi. Temporairement, ajouta-t-il, rapidement en voyant l'expression de Marianne. Juste pendant la période de convalescence. Mon appartement a 4 chambres, beaucoup d'espace, et je peux aider avec les soins pendant que tu travailles. Raphaël, commença Marianne, mais il l'interrompit gentiment. Avant de refuser, pense de manière pratique. Sophie aura besoin de soins constants les premières semaines. Monter et descendre les escaliers de ton immeuble sera difficile pour elle. Mon appartement a un ascenseur direct, de grands espaces pour qu'elle puisse se déplacer, et je peux travailler de la maison et être disponible chaque fois que nécessaire. Marianne se mordit la lèvre réfléchissant. « Tu es sûr? C'est beaucoup de responsabilités. »« J'en suis absolument certain, » dit Raphaël avec conviction. « De plus, Sophie m'a déjà demandé 3 fois quand nous allons avoir une autre dînette. Ce serait plus facile si vous étiez là. » Marianne rit. Elle le demande vraiment. « D'accord, mais seulement temporairement. Je ne veux pas que tu te sentes obligée de prendre soin de nous. »« Marianne, » dit-il sérieusement en prenant sa main, « prendre soin de vous deux n'est pas une obligation. C'est un privilège. » Sophie sortit de l'hôpital le samedi matin. Raphaël avait tout préparé méticuleusement. Il avait engagé une infirmière privée pour être disponible pendant les 2 premières semaines, rempli l'appartement de tous les aliments préférés de Sophie et même installé un petit cinéma maison, avec tous les films de la Reine des Neiges qu'il avait pu trouver. Leur arrivée à l'appartement fut émouvante. Sophie, encore un peu faible mais de bonne humeur, explora chaque recoin avec enthousiasme. La chambre que Raphaël avait préparée pour elle était un rêve d'enfant, avec des murs peints en rose tendre, un lit à baldaquin décoré de guirlandes, lumineuses, et une étagère pleine de livres et de jouets. « C'est comme un château de princesse !» s'exclama Sophie, les yeux brillants. « Pour notre princesse courageuse !» dit Raphaël avec un sourire. Les semaines suivantes, ils développèrent une routine. Raphaël travaillait de la maison, participant à des réunions par vidéoconférence, tout en surveillant Sophie. Il apprit à vérifier sa température, à administrer des médicaments aux heures correctes et à reconnaître les signes de fatigue ou de douleur. Marianne allait et venait de l'hôpital, mais était toujours là pour les repas et pour coucher Sophie. Ce fut, pendant ces semaines de cohabitation intime, que Raphaël réalisa à quel point il aimait cela. Il aimait se réveiller et entendre le rire de Sophie résonner dans l'appartement. Il aimait préparer le petit déjeuner pendant que Marianne prenait sa douche. Il aimait les soirées où ils se blottissaient tous les 3 sur le canapé pour regarder des films, Sophie en sécurité entre eux. C'est aussi à ce moment-là qu'il réalisa, avec une clarté croissante, qu'il était complètement amoureux de Marianne. Ce n'était pas seulement une attirance physique, bien qu'il la ressentît certainement aussi. C'était la façon dont elle chantait en cuisinant, la façon dont ses yeux brillaient quand elle parlait de ses patients à l'hôpital, comment elle était à la fois forte et vulnérable, indépendante, mais prête à accepter de l'aide. Un soir, 3 semaines après l'opération, après que Sophie se fut endormie, Raphaël et Marianne s'assirent sur le balcon de l'appartement. La vue de Paris la nuit était spectaculaire, des millions de lumières scintillant comme des étoiles terrestres. « Marianne », commença Raphaël, son cœur battant fort. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle se tourna pour le regarder, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui l'encouragea à continuer. « Ces dernières semaines, en vivant avec toi et Sophie, j'ai réalisé quelque chose. Ceci, nous 3 ensemble, ça semble juste. Ça ressemble à ce que devrait être une famille. Et je ne veux pas que ça se termine quand la convalescence de Sophie sera terminée. »« Raphaël, » murmura Marianne, ses yeux brillants d'émotion. « Je t'aime, Marianne, » dit-il simplement. « J'aime tout de toi. Ta force, ton dévouement, ta gentillesse. J'aime la mère incroyable que tu es. J'aime la femme que tu es devenue malgré toutes les difficultés. Et j'aime Sophie comme si elle était ma propre fille. » Il prit une profonde inspiration. «
Je sais que c'est rapide. Je sais qu'il y a seulement 4 mois que nous nous sommes rencontrés dans ce café. Mais quand on sait, on sait. Je veux me réveiller chaque jour en vous voyant toutes les deux. Je veux être là pour chaque étape du développement de Sophie, chaque réussite, chaque défi. Je veux construire une vie avec toi. Marianne avait des larmes coulant sur son visage. « Je t'aime aussi, Raphaël, dit-elle. Je suis tombée amoureuse de toi il y a des semaines, mais j'avais peur de l'admettre. J'avais peur que ce soit trop beau pour être vrai. » Raphaël prit sa main. « C'est vrai. C'est réel. Et si tu me le permets, je passerai le reste de ma vie à te le prouver. » Ils s'embrassèrent alors, un baiser profond et plein de promesses. Et quand ils se séparèrent enfin, ils souriaient tous les deux à travers leurs larmes. Mais Raphaël savait qu'il y avait encore une chose qu'il devait faire. Le dimanche suivant, il emmena Marianne et Sophie au jardin du Luxembourg près du marais où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. C'était une journée ensoleillée de janvier et le parc était rempli de familles profitant du week-end. Raphaël avait tout planifié avec soin. Il y avait un petit kiosque dans le jardin, décoré de fleurs jaunes, les préférées de Marianne. Sophie portait une robe spéciale qu'il avait achetée pour l'occasion et tenait un petit panier. Quand ils arrivèrent au kiosque, Sophie courut en avant, posant le panier par terre. De l'intérieur, elle sortit des pétales de rose et commença à les répandre sur le chemin, riant en le faisant. Marianne regarda Raphaël, confuse. Qu'est-ce qui se passe? Raphaël avança son fauteuil devant elle, ses mains tremblant légèrement alors qu'il sortait une petite boîte en velours de sa poche. « Marianne Dubois, commença-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Il y a 4 mois, j'étais un homme amer et solitaire, convaincu que ma vie s'était terminée avec cet accident. Puis, une petite fille avec des tresses et une robe jaune m'a demandé pourquoi j'étais triste, et tout a changé. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague en diamant délicate mais éblouissante. « Tu m'as appris que la force n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois. Tu m'as montré que l'amour n'est pas une question de perfection, mais d'accepter quelqu'un complètement, avec ses défauts et tout le reste. Tu m'as donné une famille, un but, une raison de me réveiller chaque matin avec gratitude. » Marianne pleurait maintenant, ses mains couvrant sa bouche sous le choc. « Épouse-moi, Marianne. Laisse-moi être ton mari, le père de Sophie, ton partenaire en tout. Laisse-moi passer le reste de ma vie à vous aimer toutes les deux, à vous protéger, à vous rendre heureuse. »« Oui » s'exclama Marianne, riant et pleurant en même temps. « Oui, oui, 1000 fois oui !» Raphaël lui passa la bague au doigt avec des mains tremblantes, puis elle s'agenouilla et l'embrassa pendant que Sophie dansait autour d'eux en criant de joie. Les gens dans le parc s'arrêtèrent pour regarder, certains applaudissant, mais Raphaël le remarqua à peine. Tout son monde était contenu dans ce moment, dans cette étreinte, dans ces 2 personnes qui étaient devenues son tout. Mais leur bonheur allait être rapidement mis à l'épreuve. Le lundi matin, Raphaël se rendit au bureau pour la première fois depuis des semaines pour la réunion d'urgence du conseil d'administration. Rodrigue Thomas était là, un homme grand et arrogant d'une 50aine d'années, connu pour ses tactiques commerciales agressives. La réunion commença civilement, mais se détériora rapidement. Rodrigue présenta son offre d'achat, arguant que Fournier Tech avait besoin d'un leadership frais et concentré. « Avec tout le respect que je dois aux membres du conseil, » dit Rodrigue en regardant délibérément le fauteuil roulant de Raphaël. « Il est clair que M. Fournier n'est plus en état de diriger efficacement cette entreprise. Son récent congé, ses nouvelles priorités familiales, et ça, il fit une pause significative. Conditions physiques, tout suggère qu'il serait préférable pour l'entreprise d'avoir un changement de direction. » Le silence qui suivit fut lourd. Raphaël pouvait sentir les yeux de tous les membres du conseil sur lui, évaluant, jugeant. Il prit une profonde inspiration, maîtrisant la colère qui menaçait de déborder. « Monsieur Thomas, » dit calmement Raphaël, sa voix tranchant le silence comme une lame. « J'apprécie votre préoccupation pour le bien-être de mon entreprise, mais permettez-moi de clarifier certains points. » Il avança son fauteuil, dominant la pièce par sa seule force de présence. « Premièrement, mon fauteuil roulant n'affecte pas mes capacités mentales, ma vision stratégique ou ma capacité de leadership. Si c'était le cas, nos chiffres du dernier trimestre n'auraient pas montré une croissance de 23% du chiffre d'affaires et de 31% des bénéfices. » Il fit une pause, laissant les chiffres s'imprégner. « Deuxièmement,
Mon récent congé était pour être présent pendant l'opération cardiaque de ma fille. Tout dirigeant qui privilégie une réunion d'affaires à la vie de son enfant ne mérite de diriger rien du tout. Mais vous étiez distrait, insista Rodrigue. L'entreprise a besoin d'un PDG entièrement concentré. Raphaël sourit, mais il n'y avait aucun humour dans son sourire. Concentré? Laissez-moi vous dire ce que j'ai accompli pendant mes semaines de télétravail. J'ai conclu l'accord avec Samsung que nous négocions depuis 6 mois d'une valeur de 80 millions d'euros. J'ai lancé notre nouvelle gamme de produits d'intelligence artificielle avec 3 semaines d'avance. Et j'ai restructuré notre division internationale d'une manière qui augmentera notre efficacité de 40%. Il se tourna vers les membres du conseil. Mesdames et messieurs, la question n'est pas de savoir si je peux diriger cette entreprise depuis un fauteuil roulant ou si je peux équilibrer famille et travail. La question est de savoir si vous allez laisser les préjugés et les attaques personnelles dicter les décisions commerciales. Raphaël se retourna ensuite vers Rodrigue. Quant à votre offre d'achat, je l'ai analysée attentivement. Elle sous-évalue l'entreprise d'au moins 20%. Vos plans de restructuration entraîneraient des licenciements massifs et votre stratégie de croissance est fondamentalement défaillante. Vous avez omis de prendre en compte notre portefeuille de brevets, notre partenariat émergent avec le gouvernement et nos investissements en recherche qui commenceront à porter leurs fruits l'année prochaine. Le visage de Rodrigue était rouge maintenant. Vous inventez des excuses. Je présente des faits, corrigea Raphaël, et en voici un autre. La résilience est ma plus grande compétence. J'ai survécu à un accident qui aurait dû m'ôter la vie. J'ai reconstruit ma vie à partir de zéro. J'ai appris à apprécier ce qui compte vraiment. Et cette perspective a fait de moi un meilleur leader, pas un moins bon. Il regarda autour de la table. Vous avez un choix. Vous pouvez soutenir. Un PDG qui a démontré par des actions et des résultats qu'il peut mener cette entreprise vers des niveaux de succès toujours plus élevés. Ou vous pouvez vous laisser influencer par des préjugés infondés et une offre d'achat inférieure. Le vote qui suivit fut unanime. Le conseil rejeta l'offre de Rodrigue et réaffirma son soutien à Raphaël. Rodrigue sortit furieux, mais Raphaël le remarqua à peine. Des choses plus importantes l'attendaient à la maison, une fiancée et une fille qui avaient infiniment plus de valeur que n'importe quelle victoire commerciale. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, en 1900 avril, dans le jardin du Café du Jardin où tout avait commencé. Le propriétaire du café, M. Antoine, un monsieur italien de 70 ans qui avait observé les rencontres hebdomadaires de Raphaël, Marianne et Sophie avec une affection croissante, insista pour céder l'espace gratuitement. Ce fut une cérémonie intime avec seulement 50 invités. Sophie fut la demoiselle d'honneur, vêtue d'une robe rose qu'elle avait elle-même choisie, portant des pétales de fleurs jaunes dans un panier en osier. Elle prit son rôle très au sérieux, marchant lentement dans l'allée improvisée, jetant les pétales avec une précision soignée. Marianne était éblouissante dans une robe simple mais élégante en dentelle blanche. Quand elle apparut au bout de l'allée, Raphaël sentit son cœur s'arrêter. Elle était tout ce qu'il n'avait jamais su qu'il lui fallait, tout ce que l'accident lui avait volé, rendu sous une forme encore plus précieuse. La cérémonie fut célébrée par un officier d'état civil ami de Marianne. Quand vint le moment des vœux, Raphaël prit les mains de Marianne et parla avec son cœur. « Marianne, il y a 1 an, j'étais perdu. Je m'étais convaincu que ma vie était finie, que je n'avais plus rien à offrir au monde. Puis toi et Sophie êtes entrés dans ma vie, et vous m'avez montré que j'avais tort. Vous m'avez appris que la vraie force vient de la vulnérabilité, qu'accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, que l'amour ne connaît ni limite ni condition. » Sa voix vacilla, mais il continua. « Je promets de t'aimer inconditionnellement, chaque jour de ma vie. Je promets d'être le partenaire que tu mérites, le père que Sophie mérite. Je promets d'être présent, non seulement physiquement, mais émotionnellement, toujours. Je promets de construire une vie avec toi basée sur l'honnêteté, le respect et un amour infini. » Quand Marianne prononça ses vœux, il y avait des larmes dans ses yeux, mais sa voix était ferme. « Raphaël, tu es entré dans ma vie quand j'avais renoncé à croire aux secondes chances. Tu m'as montré qu'il est possible d'être forte et vulnérable à la fois, que demander de l'aide est un acte de courage. Tu aimes ma fille comme si c'était la tienne, et tu m'aimes malgré tous mes défauts et mes peurs. » Elle serra ses mains. « Je promets d'être ta partenaire en tout. Je promets de soutenir tes rêves,
pendant que nous construisons les nôtres ensemble. Je promets de t'aimer non pas malgré tes défis, mais pour la personne entière que tu es. Je promets de construire une famille avec toi basée sur l'amour, le respect et une acceptation complète. » Quand l'officier les déclara mari et femme et qu'ils s'embrassèrent, Sophie applaudit si fort que tout le monde rit. Plus tard, pendant la réception, elle dansa parmi les invités, racontant à tout le monde qu'elle avait maintenant un vrai papa. La fête fut parfaite. Monsieur Antoine prépara personnellement un banquet italien qui émerveilla tous les invités. Il y eut des discours émouvants, des rires, et quand Raphaël et Marianne dansèrent leur première danse en tant que mari et femme, avec Sophie entre eux parce qu'elle avait insisté, il n'y avait pas un œil sec dans le jardin, mais il y avait une absence notable. Auguste Fournier, le père de Raphaël, n'était pas venu. Raphaël avait envoyé l'invitation, mais n'avait reçu qu'une lettre froide en réponse, prétextant des engagements professionnels. Le rejet fit mal, mais Raphaël ne laissa pas cela gâcher sa journée. Il avait une nouvelle famille maintenant, une qui l'acceptait et l'aimait complètement. 2 semaines après le mariage, Raphaël entama la procédure d'adoption formelle de Sophie. Elle était assise sur ses genoux quand il signa les premiers documents, ses grands yeux sérieux. « Ça veut dire que tu vas être mon papa pour de vrai ?» demanda-t-elle. « Ça veut dire que, officiellement, légalement, tu seras ma fille, » expliqua Raphaël. « Mais dans mon cœur, tu es ma fille depuis longtemps. » Sophie le serra fort dans ses bras. « J'ai toujours voulu avoir un papa comme toi. Et j'ai toujours voulu avoir une fille comme toi, » répondit Raphaël, la voix étranglée. C'est à cette période que Raphaël prit une autre décision importante. Motivé par l'expérience de Sophie et les histoires d'autres patients cardiaques pédiatriques que Marianne partageait, il décida de créer la Fondation Cœur d'Espoir, dédiée à la recherche en cardiologie pédiatrique et au soutien des familles d'enfants atteints de maladies cardiaques. Le siège de la Fondation serait au Café du Jardin même. Monsieur Antoine, qui songeait à prendre sa retraite, fut ému par la proposition de Raphaël d'acheter le café et de le transformer en un espace mixte. Moitié café communautaire, moitié centre de ressources pour les familles. La docteure Hélène Chevalier accepta le poste de directrice médicale de la Fondation et Marianne, après beaucoup d'insistance de la part de Raphaël, accepta de rejoindre le conseil d'administration. Le premier don important pour la Fondation vint d'une source inattendue. C'était un samedi matin, 3 mois après le mariage, quand la sonnette de l'appartement retentit. Raphaël ouvrit et fut choqué de voir son père, Auguste Fournier, debout de l'autre côté de la porte. L'homme semblait plus âgé que dans le souvenir de Raphaël. Ses cheveux plus gris, ses traits plus fatigués. « Père, » dit Raphaël, surpris, « qu'est-ce que tu fais ici ?» Auguste regarda son fils, et il y avait quelque chose dans ses yeux que Raphaël n'avait jamais vu auparavant. De la honte, peut-être, du regret. « Je peux entrer ?» Raphaël hésita, puis s'écarta, permettant à son père d'entrer. Ils s'assirent dans le salon, un silence inconfortable entre eux. « J'ai lu des articles sur ta fondation, » dit finalement Auguste, « et sur ton adoption de Sophie. J'ai vu les photos de ton mariage sur les réseaux sociaux. »« Tu étais invité, » dit Raphaël, incapable de cacher la rancœur dans sa voix. « Tu as choisi de ne pas venir. »« Je sais, » dit doucement Auguste. « Et ce fut la plus grande erreur que j'ai commise dans une longue liste d'erreurs. » Il se pencha en avant, ses mains tremblant légèrement. « Raphaël, je dois te demander pardon. Quand tu as eu l'accident, Il s'interrompit, luttant avec les mots. « J'ai eu honte, pas de toi, mais de moi-même. Honte parce que je ne savais pas comment gérer ton handicap. Honte parce que je me souciais plus de ce que les gens penseraient que de ce que tu traversais. » Raphaël resta silencieux, laissant son père continuer. « J'ai passé les 2 dernières années à t'éviter parce que t'affronter signifiait affronter ma propre faiblesse, mes propres préjugés. Mais ensuite, je t'ai vu reconstruire ta vie. Je t'ai vu trouver l'amour, construire une famille, créer une fondation pour aider les autres. Je t'ai vu faire tout ce que je n'ai jamais eu le courage de faire, être vulnérable, demander de l'aide, admettre que j'avais besoin des autres. » Auguste avait les larmes aux yeux maintenant. « Tu es l'homme le plus fort que je connaisse, Raphaël, plus fort que je ne l'ai jamais été, et je suis désolé profondément de ne pas avoir été à tes côtés quand tu en avais le plus besoin. » Raphaël sentit ses propres défenses commencer à s'effondrer,
Il avait imaginé ce moment tant de fois, répété ce qu'il dirait, comment il affronterait son père. Mais maintenant que cela se produisait, il découvrit qu'il ne voulait pas de confrontation. Il voulait la réconciliation. « Père, dit doucement Raphaël, merci de dire ça. Je ne vais pas mentir et dire que ça ne m'a pas fait mal, parce que ça m'a fait profondément mal. Mais j'ai aussi appris quelque chose d'important ces derniers mois. J'ai appris sur le pardon, sur les secondes chances. Si Marianne a pu me pardonner mes erreurs, si elle a pu me donner une seconde chance, alors je peux faire de même pour toi. » Auguste regarda son fils avec espoir. « Tu me pardonnes ?»« Je te pardonne, » dit Raphaël. « Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ma vie a changé. Mes priorités ont changé. Marianne et Sophie passent en premier, toujours. Et si tu veux faire partie de notre vie, tu dois l'accepter et les respecter. »« Je l'accepte, » dit rapidement Auguste, « et j'aimerais les rencontrer, si tu le permets. » C'est ainsi que, le samedi suivant, Auguste se joignit à eux pour le café au Café du Jardin. Sophie, d'abord timide avec le grand-père qu'elle n'avait jamais connu, le conquit rapidement avec son charme naturel. Et quand elle lui montra sa cicatrice de l'opération et lui raconta fièrement à quel point elle avait été courageuse, Raphaël vit des larmes dans les yeux de son père. À la fin de l'après-midi, Auguste appela Raphaël pour une conversation privée. « Je veux faire un... Donne à ta fondation, dit-il. 5 millions d'euros pour commencer. » Raphaël fut stupéfait. « Père, c'est très généreux, mais tu n'es pas obligé. »« Je sais que je ne suis pas obligé, » répondit Auguste, « mais je le veux. Considère cela comme une compensation pour toutes les années que j'ai gaspillées et un investissement dans l'avenir d'enfants comme Sophie. » Le don d'Auguste fut le catalyseur pour d'autres. Des hommes d'affaires que Raphaël connaissait commencèrent à contribuer inspirés par son histoire de transformation. En 6 mois, la Fondation Cœur d'Espoir avait suffisamment de fonds pour lancer 3 projets de recherche importants et créer un programme de soutien pour les familles à faible revenu ayant des enfants cardiaques. Mais la transformation la plus importante dans la vie de Raphaël était encore à venir. Ce fut lors d'une visite à la Fondation, maintenant en activité dans le Café du Jardin rénové, que Marianne partagea une histoire avec lui. Elle avait rencontré une assistante sociale qui travaillait avec des enfants dans des foyers et avait entendu parler de 2 frères et sœurs, Michel, 9 ans, et Laure, 7 ans, qui attendaient une famille. Leurs parents les ont abandonnés il y a 2 ans, expliqua Marianne, sa voix douce mais triste. Ils ont été séparés plusieurs fois dans différentes familles d'accueil, mais demandent toujours à rester ensemble. Ce sont de bons enfants, Raphaël, mais ils ont déjà été rejetés par 3 familles potentielles parce qu'ils sont plus âgés et viennent en lot. Raphaël écouta l'histoire et sentit quelque chose bouger dans son cœur. « Tu veux les rencontrer, n'est-ce pas ?» Marianne le regarda, pleine d'espoir mais hésitante. « Je sais que c'est beaucoup demandé. Nous venons à peine de nous marier, Sophie s'adapte. Tout juste à t'avoir comme père, et maintenant je suggère d'ajouter 2 autres enfants à la famille. » Raphaël prit sa main. « Marianne, il y a 1 an, j'étais seul dans un fauteuil roulant, convaincu que ma vie n'avait aucun sens. Maintenant, j'ai une femme, une fille, et la possibilité de donner à 2 enfants la famille qu'ils méritent. Comment cela pourrait-il être trop ?» Ils rencontrèrent Michel et Laure un dimanche après-midi au parc. Les enfants étaient prudents au début, surtout Michel, qui avait clairement appris à ne pas faire confiance aux adultes. Mais Laure, une petite fille aux immenses yeux bruns et au sourire timide, se lia instantanément d'amitié avec Sophie. Les 2 filles jouèrent ensemble pendant que Raphaël parlait avec Michel. Le garçon était sérieux pour son âge, portant un poids de responsabilité qu'aucun enfant ne devrait avoir. « Tu t'occupes de ta sœur », observa Raphaël. « Je dois le faire », répondit Michel sur la défensive. « Il n'y a que nous 2. »« Vous n'avez pas à être seulement vous 2, » dit doucement Raphaël. « Il y a de la place dans notre famille pour 2 de plus. » Michel le regarda avec scepticisme. « Tu es en fauteuil roulant. Comment vas-tu t'occuper de nous ?» Raphaël sourit. « De la même manière que je m'occupe de Sophie, avec de l'amour, de la patience et beaucoup d'aide de votre mère. Mon fauteuil roulant ne m'empêche pas d'être un père, Michel. En fait, je pense que ça fait de moi un meilleur père parce que j'ai appris que la force n'est pas d'être parfait, c'est de se soucier et d'être présent tous les jours. » Au fil des semaines suivantes, ils passèrent plus de temps avec Michel et Laure. Les visites devinrent plus longues, plus confortables.
Les enfants commencèrent à s'ouvrir, partageant leurs espoirs et leurs peurs. La veille de la signature des papiers d'adoption, Raphaël et Marianne eurent une conversation sérieuse avec les 3 enfants. Ils expliquèrent qu'une famille n'était pas une question de perfection mais d'engagement, qu'il y aurait des jours difficiles, mais qu'ils les traverseraient tous ensemble. Michel, maintenant moins méfiant, posa une question. « Et si on change d'avis? Et si ça ne marche pas ?» Raphaël s'agenouilla avec son fauteuil devant le garçon, le regardant droit dans les yeux. « Alors nous trouverons ensemble comment faire pour que ça marche. Une famille n'est pas quelque chose qu'on abandonne, Michel. C'est quelque chose pour lequel on se bat, tous les jours. » L'adoption fut finalisée en décembre, exactement 1 an après l'opération de Sophie. La famille se composait désormais de Raphaël, Marianne, Sophie, Michel et Laure. L'appartement, qui avait autrefois semblé trop grand pour Raphaël seul, était maintenant plein de vie, de rires et de disputes occasionnelles entre frères et sœurs. Raphaël apporta des changements à sa vie professionnelle pour s'adapter à sa famille grandissante. Il nomma un directeur des opérations de confiance pour s'occuper du quotidien de Fournier Tech, ne gardant pour lui que les décisions stratégiques importantes. Cela lui permit de travailler plus souvent de la maison, d'être présent pour le petit déjeuner en famille, d'aider aux devoirs et simplement d'être disponible. Un soir, 6 mois après l'adoption de Michel et Laure, Raphaël était dans la cuisine en train de préparer du chocolat chaud pour les enfants quand Marianne entra et l'enlaça par derrière. « À quoi tu penses ?» demanda-t-elle. « Je pensais qu'il y a 2 ans, j'aurais tout donné pour pouvoir remarcher, » dit honnêtement Raphaël. « J'aurais fait n'importe quel marché, payé n'importe quel prix. Mais maintenant ?» Il se tourna pour la regarder. « Maintenant, je suis reconnaissant pour l'accident, parce que sans lui, je ne me serais jamais arrêté dans ce café ce jour-là. Je n'aurais jamais remarqué une petite fille avec des tresses demandant pourquoi j'étais triste. Je ne t'aurais jamais rencontré, ni ne serais devenu le père de 3 enfants incroyables. Je serais encore en train de courir après les profits et le pouvoir, sans savoir ce qui compte vraiment. » Marianne l'embrassa doucement. « Tu sais que Sophie m'a dit quelque chose d'intéressant aujourd'hui. »« Quoi ?» ?»« Elle a dit que parfois Dieu a besoin de casser quelque chose pour le réparer de la bonne manière, que ton accident n'était pas une fin, mais un commencement. » Raphaël sentit des larmes lui piquer les yeux. « Elle est sage pour une enfant de 6 ans. »« Elle est spéciale, » acquiesça Marianne. « Tous nos enfants le sont. » Ce soir-là, après que les 3 enfants se furent endormis, Raphaël fit sa ronde nocturne qui était devenue un rituel. Il vérifiait chaque chambre, ajustait les couvertures, embrassait les fronts endormis. Ce fut dans la chambre de Michel qu'il trouva le garçon éveillé, regardant le plafond. Raphaël entra silencieusement. « Tu n'arrives pas à dormir ?»« J'ai fait un cauchemar, » admit Michel à contre-cœur. « Tu veux en parler ? J'ai rêvé que toi et Marianne décidiez que vous ne vouliez plus de nous, que nous devions retourner au foyer. » Raphaël approcha son fauteuil du lit et prit la main du garçon. « Michel, regarde-moi. Tu es mon fils maintenant. Peu importe le nombre de cauchemars que tu feras, le nombre d'erreurs que tu commettras, ou à quel point les choses deviendront difficiles. Tu es mon fils et rien ne changera ça. Compris ?» Michel hocha la tête, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Merci, papa. » C'était la première fois que Michel l'appelait papa, et Raphaël sentit son cœur se dilater d'un amour si grand que c'en était presque douloureux. « De rien, mon fils. Maintenant, essaie de dormir. Je serai là si tu as besoin de moi. » Alors que Raphaël sortait de la chambre de Michel et retournait à son propre lit, où Marianne l'attendait, il réfléchit à son parcours, de l'accident dévastateur qu'il avait laissé en fauteuil roulant, à travers la solitude et l'amertume, jusqu'à ce moment de contentement complet. Sa valeur ne se mesurait plus en bénéfices trimestriels ou en valeur d'action. Elle se trouvait dans les câlins du matin de Sophie, les sourires prudents de Laure, la confiance croissante de Michel et l'amour inconditionnel de Marianne. Elle se trouvait dans les choix quotidiens qu'il faisait d'être présent, d'aimer sans réserve, de montrer à ses enfants par des actes que la famille était une question d'engagement, pas de commodité. Il avait bâti un empire commercial et perdu l'usage de ses jambes. Mais il avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, une famille qu'il aimait non pas malgré son fauteuil roulant, mais simplement parce qu'il était Raphaël, mari, père, et enfin, complètement, véritablement,
lui-même. Et tandis qu'il s'allongeait à côté de sa femme, écoutant les sons réconfortants de sa maison remplie d'enfants endormis, Raphaël Fournier sut avec une certitude absolue qu'il ne changerait rien à sa vie. Chaque défi, chaque douleur, chaque moment de doute l'avait mené exactement là où il devait être, à la maison, à l'amour, à la vie qui aurait toujours dû être la sienne.